Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, Nordvolt est en crise. Perte de contrats majeurs, difficulté à payer ses fournisseurs, licenciement lundi dernier de 1600 employés en Suède. Les actionnaires qui refusent d'injecter de l'argent supplémentaire. Cerise sur le Sunday, la ministre, elle, de l'Énergie en Suède, a décrété que son gouvernement ne mettra pas une scène de plus dans Nordvolt, de 1 et de 2. Elle a mis sur pied une cellule de crise. Pendant ce temps-là, au Québec, tout va bien, Madame la Présidente. Ils sont, j'allais dire autre chose, le gouvernement Kakis est pleinement rassuré. Nordvolt, selon toute vraisemblance, n'aura pas besoin des 354 mégawatts d'ici 4 ans. Depuis plusieurs jours, on demande au gouvernement de dégeler ce bloc d'énergie. La réponse catégorique de la ministre, il n'en est pas question. Hier, le gouvernement a commencé à voir la lumière. Nouveau concept, le séquençage. La ministre de l'Énergie a dit, je la cite, « S'il y a une marge de manœuvre, eh bien, peut-être qu'on pourrait utiliser un bloc d'énergie au profit d'autres entreprises. » Alléluia, Madame la Présidente. Il voit la lumière. Question au premier ministre maintenant. J'aimerais l'entendre nous confirmer que les 354 mégawatts seront entièrement dégelés et au profit d'entreprises du Québec. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a fait le choix d'être présent, d'être actif dans la filière batterie, parce qu'on est convaincu que ça fait partie des domaines d'avenir dans les économies sur la planète. Donc, on a pris un risque calculé, on a diversifié notre risque entre plusieurs entreprises, GM, Ford, Nordvolt, Volta, Nemaska. Et, Madame la Présidente, c'est pas juste moi qui le dis qu'on doit le faire. Raymond Bachand, hier, Raymond Bachand, ancien ministre d'Économie, des Finances, qui dit que c'est important que le Québec prenne sa place dans la filière batterie. Raymond Bachand qui dit « faut regarder à long terme quand on parle d'économie ». Raymond Bachand qui dit « il n'y a rien de pire dans un projet de développement économique que la politique partisane ». Raymond Bachand qui dit « risque calculé, oui, parce qu'on prend notre place dans une nouvelle industrie ». Madame la Présidente, ce qui est clair, là, c'est qu'on a un nouveau Parti libéral qui n'a pas de vision d'avenir au point de vue économique et qui s'oppose à la filière batterie. C'est un choix qu'ils font. Je m'ennuie de Raymond Bachand. S'il vous plaît, première complémentaire. Madame la Présidente, il dit que le Parti libéral du Québec n'a pas de vision d'avenir, alors qu'eux autres mêmes, ils viennent de découvrir le séquençage, l'étapisme, y aller par étapes. Ils ont découvert ça hier, eux autres. Puis ils nous font des leçons sur une vision d'avenir. Quand on lui dit que 354 mégawatts gelés pendant 4 ans, ça n'a pas de bon sens, parce que pendant ce temps-là, ils disent non à des entreprises du Québec. La semaine passée, c'était une hérésie, ce qu'on disait. Là, ils commencent à voir la lumière. Je repose ma question au premier ministre. Va-t-il dégeler l'entièreté du bloc pour des entreprises du Québec? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'aimerais que le chef d'opposition officielle aille plus loin. Est-ce qu'il nous propose d'enlever le bloc d'énergie à GM? Est-ce qu'il nous propose de l'enlever à Ford? Il n'y a pas longtemps, Ford avait arrêté sa construction, comme Nordvolt. Là, la construction est reprise. Donc, est-ce qu'on enlève le bloc d'énergie de tout le monde? Dans le cas de Nordvolt, on nous dit que la construction est retardée de 12 à 18 mois. Moi, je pense que c'est un bon risque calculé de continuer de réserver ces blocs pour la filière batterie. Deuxième complémentaire. Là, hier, la ministre ouvre la porte. Un matin, le premier ministre, il ferme la porte. Il est en train de dire, puis qu'il le dise clairement aux Québécoises et Québécois, puis aux entreprises du Québec, qu'il ne va pas toucher aux 354 mégawatts, alors que sa ministre a dit qu'elle amorçait une réflexion
Pourquoi? Parce qu'elle a eu la permission de Nordvolt. Voilà. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils veulent leur prochain 300 millions. Voilà. Nordvolt, ils donnent la permission de jouer dans son 354 MW parce qu'ils veulent leurs 300 millions. Le premier ministre, il est en train de fermer la porte à ce que la ministre a ouvert hier? La réponse, s'il vous plaît, la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il n'est pas question de verser le 300 millions tant que le financement ne sera pas tout en place, puis tant qu'on n'aura pas commencé la construction de l'usine en Montérégie. Maintenant, Madame la Présidente, oui, il faut peut-être se poser la question, est-ce que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais il y avait un problème, puis on ne le souhaite pas, j'espère que les libéraux ne le souhaitent pas, on pourrait se poser des questions sur les blocs qu'on a donnés à différentes entreprises. Mais pour l'instant, c'est tellement important pour nous, la filière batterie, qu'il n'est pas question, à court terme, d'enlever les blocs d'énergie. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, j'ai rarement vu ça. Le premier ministre qui contredit de plein fouet sa propre ministre. On doit donner une chance, là. Ça fait 3 semaines qu'elle est là. Quand il dit s'il y a un problème, il y en a un problème avec Nordvolt, il y a déjà un délai de 2 ans. C'est plus 2026, c'est 2028. La ministre a ouvert une porte de façon raisonnable, assez ralliée à nos arguments. On ne va pas geler ça pendant 4 ans, 354 MW. Alors, Nordvolt, il a donné la permission. Lui, va-t-il faire en sorte de libérer ces mégawatts? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est important là, que tout le monde comprenne que la ministre de l'Économie et de l'Énergie n'a jamais dit qu'à court terme, elle retirait le bloc d'énergie à Nordvolt. Elle n'a jamais dit ça, Madame la Présidente. C'est quand même triste là, de voir le nouveau Parti libéral. C'est triste de voir le nouveau Parti libéral. Ça a déjà été un grand parti. Ça a déjà été un parti économique. Aujourd'hui, c'est un parti qui ressemble de plus en plus à Québec solidaire. Je suis debout. Et maintenant, j'aimerais entendre... S'il vous plaît. Il y aura une seule personne qui aura le droit de parole ici, et c'est le député de Marguerite-Bourgeois. On vous écoute, monsieur. La CAQ a donné nos ressources, donné nos travailleurs, donné notre énergie à Nordvolt. Pourquoi? Pour essayer de nous faire rentrer dans la chaîne d'approvisionnement. Pas la chaîne de valeur, la chaîne des profits, Madame la Présidente. Parce que oui, un jour, si Nordvolt fait des profits, les profits ils vont aller en Suède, pas au Québec. J'entends déjà la ministre de l'Économie me dire « À un instant, là, nous, on a parié sur 270 millions de dollars dans une débenture convertible. » Madame la Présidente, savez-vous ce qui se passe actuellement chez Nordvolt? Ils sont en train de restructurer tout le financement. Il y a un manque de liquidité. Ça veut dire quoi, ça, sur la valeur du placement que la CAQ a fait? Madame la Présidente, j'aimerais entendre le ministre des Finances, qui a lui-même recommandé le placement dans Nordvolt, me dire combien pense-t-il que ce placement-là vaut maintenant? La réponse de la ministre. Je vous prie, un peu d'attention. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, merci. Alors, notre approche, en fait, que l'on a adoptée par rapport à Nordvolt, elle est prudente et elle est raisonnable et elle est sophistiquée, au sens où on a appris des erreurs des gouvernements antérieurs. Parce que, vous savez, il est arrivé plusieurs cas où il y a des grands projets d'investissement qui ont été financés sans condition. Puis, il y a eu des pertes considérables, vraiment, qui ont été assumées par le gouvernement du Québec dans des projets intérieurs menés par le gouvernement, par le Parti libéral à ce moment-là. Alors, nous, on a tiré des leçons de ça et afin de protéger les deniers publics, protéger l'argent des Québécois, on s'est assuré d'y aller d'une approche par jalons, par étapes, progressive, qui fait en sorte que, au niveau du financement, c'est seulement lorsque certaines étapes, certaines conditions auront été remplies que du financement pourra être octroyé. Concernant le 240 millions qui a été investi, eh bien, il y a le terrain qui est en garantie, un terrain prisé d'un gabarit inégalé et qui est à proximité de la métropole et qui a le bon zonage, donc un terrain avec une bonne valeur. Et par ailleurs, bien, il y a un financement via une devanture convertible en équité également. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous entends beaucoup. Vous devriez donner l'exemple et demeurer silencieux. Première complémentaire.
Madame la Présidente, j'ai posé la question au ministre des Finances qui a lui-même recommandé l'investissement de 270 millions de dollars dans la convertible que la CAQ. Est-ce qu'il peut se lever puis être transparent puis nous dire combien vaut cette débenture convertible maintenant? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, il y a un ralentissement qui existe dans le cadre du secteur de l'énergie, des véhicules électriques, pardon. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, dès le premier vent de face, le Parti libéral propose de tourner le dos à Northvolt. Nous, on a une parole qu'on va respecter. Et je comprends que l'attitude du Parti libéral ferait en sorte que la parole du gouvernement ne serait pas respectée si c'était eux qui étaient dans le siège des décideurs. Maintenant, nous, on travaille en étroite collaboration avec Northvolt, qui a pris des mesures costaudes qui ont été annoncées lundi en Suède et qui n'affectent pas le projet au Québec, ni sa nature, ni sa composition. Donc, on va faire en sorte de travailler ça avec eux dans le calendrier qui conviendra, considérant les nouveaux développements. Deuxième complémentaire. Le ministre n'est pas capable de nous dire ce que ça vaut. Dans le décret qui a lui-même endossé l'investissement de 270 millions de dollars, il était là, il l'a recommandé, Madame la Présidente. Puis là, maintenant, on devrait leur faire confiance. Ils ne sont pas capables de nous dire combien ça vaut, puis aveuglément investir un autre 300 millions de dollars. Madame la Présidente, combien vaut le 270 millions dans Northvolt que vous avez mis dans Northvolt? Et on s'adresse à la présidence. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, c'est un risque calculé que l'on prend avec Northvolt. C'est un risque calculé que l'on prend pour le développement de la filière énergétique et à la filière batterie. Et je constate en fait que le Parti libéral n'est pas de cette école-là. Il ne souhaite pas qu'on profite de notre positionnement inégalé pour aller tirer tout le bénéfice au profit des Québécois qu'on a du fait qu'on a des minéraux stratégiques et critiques, qu'on peut les exploiter, les développer dans des composantes de véhicules électriques et même les recycler. On a une filière qui est composée de manière complète de toutes les étapes et Northvolt est au cœur de ce projet-là. Et je me serais attendue à ce que le Parti libéral y voit là un levier important de développement économique pour les Québécois, mais manifestement, ils ne sont pas de cette école. En question principale, je reconnais... C'est chez vous. Ah! Je vais ajuster mes verres de contact sous peu. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Il y a plus d'un an, le gouvernement de la CAQ a prêté plus de 150 millions de notre argent à Ultium-Cam, une usine de production de matériaux de batterie pour qu'elle s'installe à Bécancour. Ce nom-là vous dit probablement quelque chose, Madame la Présidente, parce qu'en décembre dernier, il y a un mécanicien qui avait dénoncé publiquement le processus d'embauche en anglais de cette usine de la filière batterie, puis avait porté plainte. Bien, Madame la Présidente, la semaine dernière, la décision du tribunal administratif du travail est tombée et a donné raison aux plaignants. Il a fallu qu'un travailleur québécois rappelle à une entreprise soutenue par le gouvernement de la CAQ que la langue officielle du Québec, c'est le français. Pour paraphraser la nouvelle campagne du ministre de la langue française, ça, c'est gênant. Est-ce que nos entreprises québécoises, Madame la Présidente, elles doivent comprendre qu'avec le gouvernement de la CAQ, quand il est question de son obsession batterie, c'est au diable les conditions d'attribution des blocs d'énergie, au diable le BAP et au diable le respect de la Charte de la langue française? La réponse du ministre de la langue française. Merci, Madame la Présidente. Alors, ici, on a un cas qui montre bien qu'on a bien fait d'adopter la loi 96, qu'on appelle aussi la loi 14, la nouvelle charte de la langue française. Les gens n'étaient pas d'accord de l'autre côté, ils trouvaient qu'on avait trop d'ambition pour la nation québécoise, trop d'ambition pour la langue française, mais on a bien fait, puisqu'on a institué maintenant dans la charte de la langue française le droit de travailler en français. Puis on a renforcé nos institutions, on continue de le faire en renforçant l'Office québécois de la langue française. Je ne sais pas si ma collègue a pris connaissance de la décision, mais la décision du tribunal dit que les employés, les gens, ont le droit de travailler en français, ont le droit de passer des entrevues en français et que c'est en français qu'on vit au Québec. Le français, c'est notre langue commune, c'est notre langue officielle, ça doit se refléter partout. Il me semble que ma collègue devrait se réjouir de ça. Il peut y avoir des gens qui ne l'ont pas bien compris encore, des gens qui ne l'appliquent pas encore correctement. On a tous le devoir de le répéter
fièrement pour que tout le monde le comprenne puis qu'il n'y ait plus de ces dérapages, de ces erreurs. Bien. Première complémentaire. Madame la Présidente, l'article 46 de la Charte de la langue française existait déjà, puis nous, on a proposé de le renforcer au Parti libéral du Québec. Mais ici, qu'est-ce qui est important, Madame la Présidente? Paragraphe 24 de la décision, l'entreprise de batterie, elle a fait passer ses entrevues en anglais et en coréen parce que son représentant, il comprend pas le français, c'est écrit noir sur blanc. Paragraphe 25, le tribunal retient que l'une des exigences figurant dans l'offre d'emploi est la connaissance des langues anglaises et coréennes à Bécancour. Ça s'invente pas. La CAQ nous dit qu'elle priorise le français, mais ça prend vite le bord quand c'est question de la filière batterie. La réponse. Je suis debout un instant. Article 32, vous devez garder le silence. Je vous rappelle le règlement. La réponse du ministre de la langue française. Madame la Présidente, le Parti libéral n'est pas une contradiction près quand on parle la langue française. Ils ont voté contre la loi 96, contre la plus grande modernisation de la Charte de la langue française depuis 1977. Et si on n'avait pas apporté les changements que nous avons apportés, la décision du tribunal aurait été complètement différente. Et là, elle se réclame d'une décision prise en fonction d'une loi contre laquelle ils ont voté. Démêlez-vous entre vous autres, trouvez-vous un chef, trouvez-vous un leadership, mais ressaisissez-vous, bâtard. Et, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler que vous parlez à la présidence. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, manifestement, je pense que le ministre, il n'a pas lu la décision du tribunal administratif du travail. La CAQ, ici, elle a mis de notre argent dans une entreprise étrangère qui ne respecte pas nos lois québécoises. Elle passe des entrevues à des travailleurs québécois en anglais et en coréen à Bécancour. L'usine de batterie ici, elle n'a pas été capable de prouver qu'elle avait une raison valable de le faire. Elle a contrevenu à la Charte de la langue française. C'est écrit noir sur blanc. La CAQ nous dit dans ses nouvelles publicités sur le français, ça se tient debout. Mais quand c'est question de batterie, ça plie pas mal. Pas de commentaire après les questions. La réponse du ministre. Madame la Présidente, on veut que ça se passe en français au Québec. Clairement. Clairement. C'est pour ça qu'on a modifié la loi. Et si on n'avait pas modifié la loi, ça n'aurait pas été sanctionné. La décision du tribunal aurait été différente. Est-ce que mes collègues, tout à coup, virent à 180 degrés? Est-ce qu'on a des nouveaux alliés pour la langue française? J'aimerais ça le savoir. Ça veut dire que maintenant, ils vont appuyer nos mesures très fortes pour le droit de travailler en français, pour ce qu'on a fait dans les cégeps anglophones, ce qu'on fait maintenant pour avoir des cours de français dans des universités. C'est bien si on a enfin des alliés, si le Parti libéral se ressaisit. Écoutez, bienvenue sur la patinoire de la langue française. En question principale. Bonjour, Madame la députée de Saint-Laurent. La parole est à vous. Madame la Présidente, le ministre peut peut-être parler à son collègue qui fait des entrevues sur le fly pour parler de futures de souliers. Maintenant que j'ai dit ça, l'an dernier, le premier ministre nous présentait le projet Nordvolt comme étant le deal du siècle. Ça Bay James du 21e siècle. Aujourd'hui, on nous dit un petit vent de face. Évidemment, hein? Pas grand-chose qui se passe, à part que l'usine principale ne roule pas à plein régime, qu'ils ont débranché la deuxième usine en Suède, débranché l'usine en Portugal, débranché 1600 emplois, débranché un contrat de 3 milliards avec BMW. Même les actionnaires veulent débrancher leur investissement additionnel. Le gouvernement suédois ne va pas mettre un sou de plus, mettre une cellule de crise pour aider à gérer une restructuration financière. Aujourd'hui, face à ce petit vent de face, est-ce que le premier ministre réalise que sa Bay James commence à ressembler plus à son Waterloo et c'est peut-être le temps de débloquer 1500 mégawatts pour nos entreprises d'ici? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, mais manifestement, le Parti libéral part en guerre contre la filière batterie. Vraiment, il ne voit pas là le potentiel, tout le potentiel énorme qu'on a réussi déjà à dégager de ce créneau-là et qu'on va continuer à faire. On a déjà une vingtaine d'entreprises qui sont insérées dans cette filière batterie. J'entends notamment EcoPro, Ultium, Nouveau Monde Graphique, Lithium, et il y en a plusieurs autres comme ça. Donc, on va miser sur ce potentiel encore pour les prochaines années parce qu'il y a là un levier de développement pour les Québécois inégalé. Alors, on ne va pas par ailleurs répéter les erreurs du passé, les erreurs des libéraux où on investit dans des firmes sans avoir d'élastique, sans avoir de conditions à rencontrer. Ça n'a pas été notre approche. C'est un secteur pour lequel on a été très prudent et c'est important de le demeurer.
et on va rester attentif à l'ensemble de ce qui se développe autour de Nordvolt. Pour ce qui est de la cellule de crise, j'ai posé la question et on m'a expliqué que la cellule de crise de Nordvolt en Suède, c'est pour faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires restent en Suède. Il y avait énormément de travailleurs étrangers temporaires parmi les personnes licenciées et ils veulent s'assurer qu'ils restent à l'emploi, dans un nouvel emploi et en Suède. Alors voilà pour la cellule de crise. Première complémentaire. En 1 minute 15, elle n'a jamais parlé de Nordvolt. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, le premier ministre dit non, on ne va pas prendre les 354 mégawatts pour les réattribuer, alors qu'elle l'était hier, la ministre, avec Paul Larocque au bilan, avec Patrice Roy pour dire oui, on a parlé avec l'entreprise, ils sont prêts à libérer les précieux blocs d'énergie. Moi, ma question aujourd'hui, qui dit vrai, la ministre ou le premier ministre? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Madame la Présidente, si je n'ai pas parlé de Nordvolt, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. Mais alors, soulignons-le pour tout le monde, je parle de Nordvolt quand j'interviens ce matin. Alors, d'une part, il n'est pas question de transférer à courte échéance des blocs d'énergie réservés pour Nordvolt à d'autres organisations et entreprises. Ce que j'ai dit et que je répète, c'est qu'il y a un exercice de séquençage qui est en cours chez Nordvolt et au terme de cet exercice-là, qui va se conclure dans le courant de l'automne, on va voir s'il y a des blocs d'énergie qui pourraient être libérés au cours des prochaines années et attribués à d'autres entreprises, mais il n'y a rien de cette nature-là qui va se faire à courte échéance parce qu'il y a un exercice qui est en cours de séquençage pour voir l'allure que ça va prendre avec le nouvel échéancier. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le séquençage en français, c'est quand on parle d'ADN puis de biologie. Là, on est dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires, il y a une restructuration financière. On parle que l'entreprise va super mal et j'arrive pas à croire que la ministre essaie de faire diversion en nous disant que d'un côté... Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous attendre brièvement sur un rappel au règlement, j'imagine. Madame la Présidente, la collègue ne peut pas utiliser ce mot. Je vous lui demanderai de le retirer. Écoutez, on prête des intentions, c'est blessant, 35. Article 32, on retrouve le silence et oui, faites attention à vous, ça c'est blessant. Cela dit, ce mot n'est pas au lexique. Demeurons respectueux. Madame la députée, s'il vous plaît, un peu de silence. J'aimerais entendre Madame la députée. Il lui reste 14 secondes. La ministre, quand elle nous parle de jalons à franchir, peut-elle expliquer aux Québécois pourquoi qu'en ce moment, il y a 1 milliard de dollars d'engagés pour un projet qui ne verra pas le jour, soit avant 2029 ou 2030, tel qu'elle l'a dit hier à Paul Larocque? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, j'invite la députée de Saint-Laurent à réécouter, en fait, une des 5 entrevues que j'ai données ou les 2 scrums d'hier, parce que ce que j'y mentionne, c'est qu'il y a un montant de 240 millions qui a été investi pour l'achat du terrain. Le terrain est en garantie, un terrain d'une grande valeur. Et il y a également 270 millions qui ont été investis dans la maison mère. Alors, le total, ça fait 510 millions avec des bonnes garanties. Alors, voilà, ça, c'est les informations que j'ai divulguées hier et que je réitère ce matin. Et s'il advenait qu'on ait un investissement futur, ça va être dans le respect de l'entente qu'on a signée et qui comprend plusieurs étapes pour éviter d'être trop à risque. Et donc, c'est suite aux atteintes de conditions qu'on va pouvoir débloquer l'argent. Question principale. Je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Depuis plusieurs mois maintenant, le Québec est plongé dans un débat de société important. Comment on va prendre le virage rapide vers une économie verte et durable? Le premier ministre répète d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a besoin de Nordvolt, pour décarboner le Québec. On peut débattre entre nous de la meilleure façon de décarboner notre économie, mais de manière générale, dans une écrasante majorité, les Québécois et Québécoises sont d'accord sur l'essentiel. Il faut décarboner notre économie. À Ottawa, c'est plus compliqué. Depuis jeudi dernier, le premier ministre est devenu le super bénévole d'un homme qui veut, lui, recarboner l'économie du Québec. Pierre Poilievre s'est engagé à aller contre les choix environnementaux de la nation québécoise. Il ne veut pas donner une scène au tramway.
Il veut passer des nouveaux pipelines sur notre territoire. Il veut permettre aux raffineries de pétrole de polluer encore plus. Bref, le premier ministre appuie un homme qui rêve d'anéantir, dès son arrivée au pouvoir, tous les efforts environnementaux du Québec. Si les souhaits du premier ministre sont exaucés et que les conservateurs prennent le pouvoir à Ottawa et que Pierre Poilievre respecte sa promesse de forcer le passage de nouveaux pipelines au Québec, maintenant que le premier ministre a appuyé Pierre Poilievre, comment il va défendre le Québec contre les nouveaux pipelines? La réponse, j'aimerais entendre le premier ministre. Madame la présidente, depuis 2 ans, on a des nouveaux chiffres aujourd'hui qui le confirment, le nombre d'immigrants temporaires est passé de 300 000 à 600 000. Le chiffre exact, c'est 588 000, le chiffre révisé aujourd'hui. Donc, Madame la présidente, pour moi, c'est l'urgence la plus importante quand on parle au gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que ça amène des problèmes majeurs de logement, de services en santé, en éducation. Ça pose des problèmes aussi pour l'avenir du français à Montréal. Donc, ce que j'ai dit, c'est pourquoi le Bloc québécois ne profiterait pas de l'occasion où il y a un vote de confiance pour exiger du gouvernement Trudeau qu'on réduise enfin de façon significative le nombre d'immigrants. J'ai jamais dit que j'appuyais un parti plutôt que l'autre. J'ai dit qu'on ne devrait pas appuyer le gouvernement de M. Trudeau tant qu'il ne nous dira pas, qu'il ne prendra pas l'engagement clair de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec. C'est ça que j'ai dit. Québec solidaire essaie de prétendre d'autres choses, mais c'est tout ce que j'ai dit. Puis, ce que je vois, c'est que le Parti québécois n'est pas mieux que Québec solidaire. Quand il vient le temps de se tenir debout pour défendre notre langue, ils ne sont pas là. Excellent. Pas de bravo. Première complémentaire. Madame la présidente, j'aimerais ça connaître l'adresse du cordonnier du premier ministre parce que ma poignée dans le dos est un peu lousse. Faudrait que je la fasse ajuster. Madame la présidente, tout le monde au Québec a compris ce que le premier ministre a fait jeudi dernier. Il s'est rangé derrière Pierre Poilievre. Puis Pierre Poilievre, il n'a rien promis en matière d'immigration au Québec, pas un pouvoir de plus. Il n'a rien promis sur le plan de la langue française au Québec, pas une mesure de plus. Ce qu'il a promis, par contre, c'est des nouveaux pipelines. Qu'est-ce que le premier ministre va faire quand son ami va prendre le pouvoir? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'avant d'appuyer le gouvernement de M. Trudeau, le Bloc québécois devrait exiger qu'on réduise de moitié le nombre d'immigrants temporaires. C'est tout ce que j'ai dit. Et s'il y a une campagne électorale, Madame la présidente, ça sera l'occasion pour chaque parti, incluant le Parti frère, le NPD de Québec solidaire, le Parti conservateur, le Parti libéral, le Bloc québécois, tout le monde devront prendre des engagements pour réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Deuxième complémentaire. Hey, on a une grande famille à Québec solidaire. Parce qu'hier, on était les frères du Bloc. Aujourd'hui, on est les frères du NPD. Moi, j'étais sûr qu'on était enfant unique. Le premier ministre, là, il est complètement mélangé. Il est tellement mêlé qu'il se mélange dans ses attaques. Sa job, son travail, son mandat, c'est pas d'être le super bénévole du Parti conservateur du Canada, c'est de défendre les valeurs des Québécois et des Québécoises. Puis nos valeurs, c'est la protection de notre fleuve, de notre territoire. On n'en veut pas des nouveaux pipelines au Québec. Pourquoi le premier ministre ne parle pas de ça? Réponse du premier ministre. On l'écoute. Oui, Madame la présidente, là, j'invite le chef de Québec solidaire à utiliser le mot en français « oléoduc ». Oléoduc. Maintenant, Madame la présidente, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que le Bloc québécois, avant d'appuyer le gouvernement Trudeau, devrait exiger qu'on règle le problème le plus urgent au Québec, c'est-à-dire
réduire le 600 000 immigrants temporaires qui nous fait mal au niveau du logement, de la santé, de l'éducation et du français. C'est tout ce que j'ai dit, rien de plus, rien de moins. En question principale, je reconnais maintenant Monsieur le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. La semaine prochaine, les Kings de Los Angeles vont venir jouer ici à Québec, aux frais des contribuables, en vertu d'un financement créatif. On a un 2 pour 1 parce que cette semaine, les golfeurs professionnels disputent la Coupe des présidents à Montréal, aux frais des contribuables, en vertu d'un financement sophistiqué. On dit souvent au golf, c'est pas comment, c'est combien. Dans ce cas-ci, les deux questions se posent. Comment le gouvernement peut justifier des dépenses hors normes, parfaitement hors normes, de 6 millions de dollars au golf ou au hockey professionnel, alors qu'il demande à nos réseaux publics et à ses propres députés, le gouvernement demande à ses propres députés de se serrer la ceinture. Comment peut-il trouver, de façon sophistiquée, 6 millions pour des milliardaires du golf? La réponse de la ministre du Tourisme. Merci, Madame la Présidente. Alors, soit le Québec, Madame la Présidente, se positionne à l'international, ou elle laisse sur la table 4 milliards 100 millions de dollars de devises étrangères qui entrent au Québec uniquement pour 2023, là, puis les données n'ont pas été terminées d'être compilées. 4 milliards 100 millions au Québec. Ça va aller dans des CPE, ça va aller dans les infrastructures sportives de ma collègue, ça va aller dans des écoles, ça va aller sur l'ensemble des infrastructures au Québec. Maintenant, ce qui est important de préciser, dans le cas de la PGA, Madame la Présidente, il n'y a pas de salaire qui est payé aux golfeurs. 0 salaire qui sont payés aux golfeurs. Ce qui va ressortir de l'événement de la PGA, les sommes qui vont ressortir de là, Madame la Présidente, bien, premièrement, c'est 45 000 touristes à Montréal, c'est 71 millions de dollars de retombées, c'est une diffusion à travers la planète et 100 des recettes qui pourraient être tirées de la PGA vont être remises au CUSUM, ici, à Montréal, de la part des professionnels de la PGA. Première complémentaire. 4 milliards de retombées, 1 milliard de téléspectateurs. En tout respect, la ministre souffre du syndrome Taylor Swift. Tout est amplifié ici, là, de façon exagérée. La Caroline du Nord, le New Jersey ont reçu la même Coupe du Président sans une scène publique. Est-ce que la ministre peut au moins réaliser que le gouvernement du Québec et le Québec n'est pas le guichet automatique des milliardaires du sport qui n'ont pas besoin de nos subventions pour venir ici? La réponse de la ministre. Bien, je vais répondre que l'Australie a levé la main et Madame la Présidente, pour avoir des événements sportifs internationaux à grande télédiffusion, il n'y a pas de meilleure carte de visite, il n'y a pas de campagne promotionnelle pour positionner le Québec, Montréal à l'international que ces grands événements-là. Et l'Australie a jugé bon, elle aussi, d'offrir donc des sommes gouvernementales, une participation pour recevoir la PGA. Ce que Québec solidaire ne comprend pas, c'est qu'on est, à l'industrie touristique, le troisième plus grand exportateur après aéronautique et l'industrie de l'aluminium. Est-ce qu'on va laisser 4 milliards sur la table? Deuxième complémentaire. Parlons de disproportion, là. Ma collègue de Mercier, mon collègue de Gouin, on a rencontré récemment le réseau Partage au Québec. Savez-vous combien ils reçoivent par année du gouvernement du Québec pour organiser les magasins Partage de Noël? 13 000 13 000 Ils sont obligés d'ailleurs d'annuler tous les magasins Partage à travers le Québec cette année parce que le gouvernement est trop pingre et il leur donne 13 000 Pendant ce temps-là, on triture les programmes existants, pour trouver 6 millions hors normes. Kings, PGA, même combat, même résultat. Monsieur le député, je vous avise que vous avez employé un terme qui est non parlementaire. Je vous inviterai à le retirer, le verbe que vous avez employé. Il est au lexique, là. J'ai vérifié 2 fois. Je ne le répéterai pas. Le retirer, je vous prie. Triturer les programmes. Triturer. Vous le retirez? Alors, je l'enlève. Je le retire. Parfait. La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, on va juste revenir, là.
les recettes québécoises en devises étrangères, pour l'instant, au Québec, je répète, les devises étrangères qui sont rentrées au Québec en 2023, 4 milliards 100 millions. Les recettes, 4 milliards 100 millions. On vise 6 milliards de devises étrangères au Québec pour 2026. Ces devises étrangères-là, Madame la Présidente, permettent, entre autres, à ma collègue, d'avoir 2,2 milliards, justement, pour aider les gens qui sont en situation de difficulté. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, lorsqu'elle était dans l'opposition, la CAQ promettait de faire le ménage et de réduire la taille de l'État. Elle promettait donc 5 000 fonctionnaires de moins, mais comme dans tant d'autres dossiers, une fois arrivée au pouvoir, elle a fait exactement l'inverse. Au lieu d'en enlever 5 000, la CAQ a rajouté 10 000 fonctionnaires, a donc augmenté la taille de l'État par 15 %. Pourquoi? Parce que pendant que la CAQ laissait les services publics se détériorer, elle a augmenté les contrôles administratifs, augmenté la surveillance, augmenté la bureaucratie. Ça se traduit par 40 % de cadres de plus en santé qui ne donnent pas de services directs à la population. La création de Santé Québec, la création de l'Agence de mobilité Infra-Québec, des superpositions de couches administratives et tout ça avec le pire déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards. Le protecteur du citoyen, dans son plus récent rapport, parle d'un État qui déshumanise sa population dans l'accomplissement de ses missions, tellement l'État est désormais dédié au contrôle administratif. On parle d'un réflexe ici de faire passer des enjeux administratifs avant les grandes missions de l'État à l'égard des citoyens. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que sous son règne, il y a plus de bureaucratie que jamais et moins de services directs à la population pour les Québécois? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, quand on regarde l'augmentation des effectifs depuis 2018, c'est clair que la grande majorité des augmentations sont dans les réseaux de la santé et de l'éducation. J'entends le chef du troisième groupe d'opposition dire ou laisser entendre que des cadres en santé, ce n'est pas utile. Bien, je m'excuse, quand on a eu la COVID, on s'est rendu compte qu'il y avait des établissements qui n'avaient pas de cadre, qui n'avaient pas de personnes responsables pour faire appliquer les normes. Puis effectivement, mon collègue a mis en place des responsables. Madame la Présidente, il y a des cadres aussi qui viennent aider les infirmières à avoir moins de paperasse à remplir. Donc ça aussi, ça amène des services additionnels. Mais ce qui est surtout important de dire, Madame la Présidente, c'est que la grande majorité des augmentations, c'est pour donner plus de services en santé, plus de services en éducation. On a ajouté des orthophonistes, on est en train d'ajouter des aides à la classe pour être 2 par classe. Donc oui, on a fait le choix d'augmenter les budgets de la santé et de l'éducation de 50 % depuis 2018, puis on est fiers de ça. Première complémentaire. Madame la Présidente, au-delà des mots, le résultat sur le terrain, c'est moins de services, plus de contrôle et de bureaucratie. Le protecteur du citoyen déplore l'usage abusif des mesures de contrôle, je le cite, qui doivent être appliquées de façon minimale, exceptionnelle et en dernier recours. Le résultat actuel, c'est que ça nous coûte plus cher en bureaucratie, plus cher en paperasse, puis la population se retrouve devant moins de services. Est-ce que le premier ministre peut le reconnaître que les contrôles administratifs abusifs ont explosé pendant qu'on a moins de services? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je m'excuse de le dire, là, mais ce n'est pas exact qu'il y a moins de services. Il y a plus de chirurgie, plus d'actes qui sont faits par les médecins, par les infirmières. Il y a un problème, il y a une augmentation de la demande pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un vieillissement de la population. Ensuite, il y a l'arrivée des 600 000 immigrants temporaires. Il y en a parmi eux autres qui sont malades. Donc, quand on regarde les services qui ont été donnés, il y a beaucoup plus de services qui ont été donnés aujourd'hui qu'il y en avait en 2018. Le meilleur exemple, c'est en santé mentale. On a beaucoup plus de services qui sont donnés qu'il y a 6 ans. Deuxième complémentaire. Le gouvernement actuel est un gouvernement dépensier
et de poser la question à la population si en santé, en éducation, en services sociaux, on a plus de services qu'avant. Il y a une détérioration des services, Madame la Présidente. Et quand on écoute les gens sur le terrain, pas juste le protecteur des citoyens, il y a un consensus que les gens qui travaillent pour la population sont étouffés par les contrôles administratifs. Tout ça pour protéger l'image de ce gouvernement. Et il faut que ça arrête. On veut une meilleure gestion. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, à mon avis, là, ce sont des commentaires gratuits qui sont faits actuellement, basés sur absolument rien, parce que moi, j'invite le chef du troisième groupe d'opposition à aller voir les indicateurs de performance. Il verrait que partout, le volume de services a été augmenté, continue d'augmenter continuellement. Malheureusement, la demande augmente plus vite. Donc, on a besoin de plus d'argent. Il y a un problème avec le gouvernement fédéral qui ne fait pas sa part en santé. Puis pendant ce temps-là, on a le Bloc québécois qui appuie le gouvernement fédéral. En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Ça fait un mois cette semaine que l'école a recommencé et à Sherbrooke, ça fait un mois que des milliers d'élèves n'ont pas de transport scolaire, des milliers de familles qui se cassent la tête chaque jour depuis la rentrée pour que leurs enfants puissent arriver à l'heure à l'école. Des milliers de parents qui ratent des heures de travail pour y arriver, des milliers de parents qui font des dépenses imprévues pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Les familles sont à bout de ressources, le centre de services scolaires aussi. Et personne ne comprend le silence du ministre de l'Éducation. Vendredi dernier, je lui ai écrit pour lui demander de modifier le règlement sur le transport scolaire. En ce moment, le règlement empêche le centre de services scolaires, tous les centres de services scolaires, de réattribuer des circuits, même quand le service n'est pas offert. J'ai toujours pas de réponse. Les parents s'impatientent, veulent entendre le ministre et savoir ce qu'il va faire. Est-ce qu'on peut savoir s'il va aider les parents à avoir du transport scolaire? La réponse du ministre de l'Éducation. D'abord, Madame la Présidente, commençons par dire qu'on a augmenté d'une façon très importante les budgets pour le transport scolaire. Première chose, ça, je pense que c'est très important de le dire. Deuxième chose, on transfère ces argents-là donc au centre de services scolaires qui prennent ces budgets-là. Et évidemment, par la suite, il y a des contrats qui sont signés avec des transporteurs scolaires. Et ces transporteurs scolaires, dans certains cas, font affaire avec des syndicats. Et donc, on se retrouve avec une négociation entre des entreprises privées et les chauffeurs ou les employés qui sont syndiqués. Et c'est ça à quoi nous assistons. On a eu plusieurs négociations comme ça au Québec depuis, je dirais, au cours des 2 dernières années. Il y a eu, dans certains cas, des conflits de travail, effectivement, et on s'en désole. Et moi, ce que je dis habituellement dans ces cas-là, c'est qu'on a transféré beaucoup de nouvel argent pour les transporteurs scolaires et les chauffeurs doivent avoir leur juste part. Et je réitère que les chauffeurs doivent avoir leur juste part. Maintenant, en bout de ligne, c'est une négociation entre des entreprises privées et des syndicats de chauffeurs, et il faut laisser ces négociations-là se dérouler correctement. Première complémentaire. Bien sûr, Madame la Présidente, que je ne demande pas au ministre d'intervenir dans le conflit de travail. Et j'espère aussi que ces travailleurs-là vont avoir leur juste part des subventions qui ont été, de toute évidence, mal balisées. Mais là, en ce moment, on est dans une situation où l'entreprise sait qu'elle pourrait ne pas offrir de transport scolaire pendant des mois et elle ne perdra pas ses contrats. Dans quel univers est-ce que ça peut fonctionner? Les entreprises, en temps normal, quand elles ne livrent pas les services, elles peuvent perdre des contrats. Moi, je demande au ministre de réviser le règlement pour que les circuits puissent être redistribués. La réponse du ministre. Madame la Présidente, il y a des contrats qui ont été signés. Il y a une négociation qui est en cours. Il faut permettre à cette négociation-là de continuer à se dérouler et c'est la bonne chose à faire. On ne va pas commencer, Madame la Présidente, à s'immiscer dans les négociations qui ont lieu entre des transporteurs scolaires et les syndicats. On a beaucoup de transporteurs scolaires au Québec, on a beaucoup de syndicats locaux et ce n'est pas notre responsabilité de le faire. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que le financement est au rendez-vous et il l'a été. Les budgets pour le transport scolaire ont été augmentés. Il faut s'assurer, évidemment, que les employés aient leur juste part, et c'est ce qu'on demande. Deuxième complémentaire. Sa responsabilité, c'est de s'assurer que les enfants puissent aller à l'école le matin. En ce moment, il y a des milliers
d'élèves à Sherbrooke qui ne peuvent pas aller à l'école le matin sans que leurs parents doivent se mettre dans le trafic pour aller les reconduire. Je ne lui demande pas d'intervenir dans le conflit de travail. Je lui demande d'utiliser son règlement. Il peut le faire avec un processus accéléré. Il y a une procédure prévue pour ça. Il pourrait permettre au centre de services scolaires de réattribuer des circuits pour que le service puisse être offert aux familles. La réponse du ministre. Madame la Présidente, la députée de Sherbrooke se lève et dit « Il y a des contrats qui ont été signés, mais vous pouvez les briser, il n'y a pas d'enjeu. » Honnêtement, j'ai un petit enjeu avec cette idée-là, cette proposition-là de Québec solidaire, à l'effet qu'on puisse signer des contrats, puis à un moment donné, on puisse les briser. Alors, Madame la Présidente, les parents et les enfants vivent une situation qui est difficile. Ça, c'est un fait. Et donc, évidemment qu'on souhaite que le transport scolaire soit rétabli le plus rapidement possible. Ça aussi, c'est un fait. Maintenant, Madame la Présidente, les contrats sont signés et on doit les respecter. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.